Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo qui va concerner un aspect un peu technique de la réalisation vidéo, à savoir les bitrates, framerate. Ah ouais, tu fais ce que tu veux. Eh ben, on va voir. On va voir si tu fais ce que tu veux. Tu me dis que t'es pas un gamin, hein. Mais on va voir un peu qui est le meilleur MJ. Franchement, tes joueurs meurent de leurs échecs critiques plutôt que de la main des ennemis. Ils s'ennuient tellement qu'ils finissent par se suicider pour en finir. Toi, il te faut une saison pour en venir à bout. Moi, il me faudra qu'une soirée. Je vais leur apprendre, tiens, à vouloir jouer les... Étonnant. Défi accepté. Du coup, disais-je, cette vidéo va aborder des aspects assez techniques de la réalisation vidéo, dans le sens qu'on va parler de bitrate, framerate, résolution, des notions que je vais bien évidemment définir, redéfinir même, dans le but de vous apporter une certaine compréhension sur le sujet. Je vais également donner beaucoup de références, que ce soit en termes de débit, en termes de résolution, en termes de framerate. Elles ne sont pas à prendre au pied de la lettre, mais plutôt comme un guide pour rechercher les propres valeurs que vous allez utiliser vous. Donc si jamais vous n'êtes pas du tout dans l'enregistrement ou dans toutes ces choses-là, ça va vous sembler complètement abstrait et je vous invite même à ne pas consulter la vidéo en tant que telle, sauf si vous avez envie d'être complètement perdu. On va parler bitrate, framerate, résolution, toutes ces choses qui sont clés dans de l'enregistrement et qui, vous, d'un côté viewer, ne vous servent à rien en fait. Nous sommes ici dans l'interface d'OBS Studio. Pourquoi OBS Studio spécifiquement? Parce que c'est l'outil que j'utilise actuellement. Sachez que, quel que soit le logiciel de capture que vous utilisez, les presets de framerate, bitrate, toutes ces choses-là, vous pouvez les utiliser aussi dans vos logiciels. Sachez que en soi, ce n'est pas le logiciel qui fait l'encodage, c'est le matériel qui fait l'encodage. Donc du coup, il n'y aura pas vraiment d'écart de performance significatif, si ce n'est peut-être un plus ou moins 5% d'un logiciel à l'autre. Lorsque vous arrivez dans la configuration d'OBS, vous êtes face à cette fenêtre. Voilà. Cette fenêtre, qui est au demeurant très jolie, peut vous sembler illogique sur le coup. Dans OBS, la première chose que vous devez faire quand vous configurez votre OBS, c'est aller ici dans vidéo. Dans vidéo, vous allez pouvoir mettre votre résolution de base. Votre résolution de base, c'est celle qui va être votre fenêtre d'édition, en fait, celle dans laquelle vous allez pouvoir placer vos sources. Donc la résolution, c'est tout simplement la taille de votre image. Donc par exemple, ici, j'enregistre en 1920 par 1080, 1080 lignes dans ce sens-là, donc. Là où vous ne le voyez peut-être pas forcément dans cette résolution-là. Peut-être que YouTube a détecté que vous aviez une connexion assez basse, et du coup vous a mis en 360 lignes de haut. Et donc du coup, la résolution dans laquelle vous allez enregistrer va conditionner la qualité maximale à laquelle les potentiels viewers de ce que vous faites pourront regarder l'image. Vous avez ensuite votre résolution de sortie, ça c'est la résolution que vous allez sortir de base en stream et en enregistrement si jamais vous ne modifiez rien, plus sur ça plus tard. Et vous avez votre échelle de filtrage, voilà, qui définit si jamais vous faites du downscaling ou du upscaling, donc c'est-à-dire si vous diminuez ou si vous augmentez la taille de votre résolution de sortie par rapport à votre résolution de base, la manière dont ça va être traité. Autrement dit, moi, étant donné que je fais du 1920-1080 en résolution de base et en résolution de sortie, j'ai mis bilinéaire parce que c'est la méthode la plus rapide et donc la moins consommatrice de puissance d'encodage, et que je n'ai pas de mise à l'échelle. Et ensuite, la dernière chose que vous avez à régler ici, c'est votre valeur de FPS. Le framerate, simplement, c'est le nombre de frames par seconde. Et du coup, ce frame par seconde, ça veut dire image par seconde. Donc c'est équivalent des IPS qu'on a en français. Vous avez le choix de plein de valeurs de FPS. Vous pouvez même rentrer votre valeur de FPS à vous. Ce que je vous conseille toujours pour de l'enregistrement de jeu, si jamais vous pouvez le faire, c'est 60 FPS. Si jamais vous ne pouvez pas, vous tentez de baisser à 50. Si jamais vous ne pouvez vraiment pas, vous baissez à 24. C'est les 3 formats les plus utilisés en tant que tels. Le 24 en jeu commence, enfin, le 24 côté viewer en jeu commence à être légèrement frustrant. On voit les images qui se suivent. Là où sur une caméra, on les voit pas spécialement, ça reste fluide. Sur un jeu, ça se voit. La caméra, même si elle vous sort 24 frames, entre deux, il y a de l'information et il y a le motion blur qui aide à la fluidité. Là où à l'inverse, en ce qui concerne le jeu vidéo, c'est pas le cas. C'est juste des frames qui se succèdent, tac 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 tac, et votre œil voit en fait ces frames.
Et c'est pour ça qu'en fait, quand on dit blablabla, le humain il voit pas au-delà de 24 frames, si, en fait, il voit beaucoup, au-delà de beaucoup plus en fait. Il voit jusqu'à 120 FPS, il voit la différence entre 60 FPS et 144 FPS. Le truc, c'est que vous avez le motion blur quand vous filmez quelque chose au cinéma, qui fait que vous ne voyez pas cet effet légèrement saccadé de l'enregistrement d'un jeu vidéo. Là où un jeu vidéo, étant donné que c'est juste les frames tac 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 qui succèdent avec un très fort taux de rafraîchissement, bah c'est juste, vous voyez, une série de mouvements détachés les uns des autres, là où, avec une caméra, vous allez voir un mouvement qui est fluide. Voilà, c'est... Je sais que c'est très mal expliqué, et je sais qu'il y a quelques petites choses qui sont fausses là-dedans, mais c'est des raccourcis que je pense nécessaires pour expliquer sans y passer 3 heures. Ceci étant fait, passons à notre onglet sortie, qui est l'onglet le plus important. Au niveau de sortie, vous avez différents onglets. Voilà. Déjà, vous avez mode de sortie, vous avez le choix entre simple et avancé. Vous allez directement switch en avancé. Le mode simple ne sert à rien. Le mode simple vous donne juste une fonctionnalité de plus que le mode avancé. C'est celle de faire une sortie brute, mais qui, à moins d'avoir du matériel vraiment qui vous permette de le faire, vous ne pourrez pas en faire. Tout d'abord, si vous faites du streaming, je vais vous détailler rapidement quelques paramètres que vous pouvez utiliser, sachant que je ne suis pas un expert en termes de streaming, et donc du coup, je ne suis pas la référence à proprement parler là-dedans. Je ne saurais que vous conseiller d'aller voir des vidéastes tels que EposVox pour ce genre de d'informations. Mais je vais quand même vous donner quelques presets de base que j'utilise. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que Twitch n'accepte pas en débit, donc votre débit, c'est ce que j'appelle depuis le début le bitrate. Le bitrate, concrètement, qu'est-ce que c'est? Le bitrate, en fait, c'est le nombre de bits par seconde qui vont passer dans votre fichier de sortie. Autrement dit, c'est la quantité de données que vous allez envoyer dans un fichier de sortie. Donc, plus vous allez augmenter ce chiffre, plus votre qualité va augmenter en conséquence, étant donné que vous allez envoyer plus d'informations. Si vous envoyez plus d'informations, vous avez une image qui est beaucoup plus claire. Toutefois, il arrive à un certain stade où augmenter ce chiffre n'est plus vraiment rentable de ce côté-là. Parce que, en fait, vous aurez tellement forcé votre qualité que, à l'œil humain, ce ne sera pas vraiment distinguable en termes de qualité. Surtout sur certains enregistrements, comme des enregistrements, ceux que je fais de jeux de rôle, il arrive à un certain stade où entre du 15 000 kilobits par seconde et du 20 000 kilobits par seconde, on ne voit plus la différence. Là où dans un jeu vidéo assez rapide, on peut le voir encore. Plus de 6000 kilobits par seconde. L'unité ici, ce sont les kilobits par seconde. Twitch n'accepte pas plus de 6000, YouTube je crois pas plus de 6000 non plus. C'est en passe d'être changé, mais 6000 pour le moment c'est ce qui est utilisé. La raison pour laquelle je vous disais que vous n'aviez pas spécialement besoin ici de modifier ça, c'est que ici au niveau de la sortie vous pouvez cocher ça, mise à l'échelle pour la sortie, ce que je ne peux pas faire étant donné que je suis en enregistrement actuellement, mise à l'échelle pour la sortie et mettre en 1280 par 720. Si vous le faites ici, vous ne modifiez pas pour l'enregistrement, vous le modifiez juste pour le streaming, ce qui est vraiment appréciable. Pour résumer, il existe 3 encodeurs distincts parmi les plus courants. En premier, il y a celui qu'on appelle le X264, qui est donc un encodage processeur. En second, il y a l'encodage qu'on appelle NVENC, qui est l'encodage par les cartes graphiques NVIDIA. Et enfin, vous avez l'encodage HVEC H265 par les cartes graphiques AMD. J'ai un peu testé le AMD, mais j'ai majoritairement utilisé d'un côté le NVIDIA et de l'autre côté l'encodage processeur. Donc je vais pouvoir vous donner des références en termes d'encodage via NVENC et via X264. Tous ces enregistrements ont été faits en X264 avec les presets respectivement Medium et Fast, l'un à la suite de l'autre, avec les débits signalés en haut à gauche. Vous remarquerez la présence d'un cadre. Ce cadre est un agrandissement en zoom x10
d'une scène à l'intérieur de l'image pour vous permettre de voir le grain de l'image aux différents bitrates proposés. De manière générale, on remarque qu'on ne voit pas grande différence entre fast et medium à ces bitrates-ci, et que globalement, au-delà de 20 000, 30 000 kilobits par seconde, on ne perçoit plus vraiment de différence de définition entre deux clips en 1920, 1080, quel que soit le bitrate que l'on force et le preset d'encodeur que l'on place entre fast et medium. Donc si jamais vous ne pouvez pas tenir ce medium, vous allez devoir augmenter votre bitrate en conséquence pour tout simplement pallier à la perte de qualité que vous allez avoir à passer par exemple en fast ou en very fast. L'exemple que vous voyez actuellement projeté à l'écran est un échantillon en 1920-1080 24 fps, preset medium à 15 000 kilobits par seconde. Les enregistrements suivants que vous allez voir vont être découpés en 3 parties. Tout à gauche, vous allez retrouver le bitrate donné en medium, au milieu en fast et à droite en very fast. Le but étant que vous compariez ces différents presets à un bitrate équivalent. Les bitrates qui vont être proposés seront 10 000 kilobits par seconde, 8 000 kilobits par seconde et 6 000 kilobits par seconde. 6 000 kilobits par seconde étant la limite de streaming que l'on peut accepter sur Twitch et YouTube. Ce que ces enregistrements nous permettent de voir, c'est qu'il y a bien effectivement une corrélation entre preset d'encodage et qualité de sortie, autrement dit que le choix du preset d'encodage est important. Donc vous pouvez vous permettre de baisser le bitrate, donc par exemple comme c'est le cas pour un stream ou alors un disque dur de petite taille si vous faites de l'enregistrement, afin de gagner en place ou tout simplement pouvoir faire du streaming au prix tout simplement d'une plus grosse utilisation du processeur dans notre cas. Les échantillons que vous voyez maintenant ont pour but de vous montrer à différents niveaux de... les échantillons que vous voyez à présent ont pour but de vous montrer également l'autre facette, qu'à un bitrate différent mais à un même preset, on a aussi cette différence. Et que donc on peut jouer soit sur le bitrate, soit sur le preset de l'encodeur pour pouvoir diminuer soit notre consommation de ressources processeurs, soit notre utilisation de la bande passante ou de notre disque dur. Le NVENC est le système d'encodage rendu disponible par les cartes graphiques Nvidia à partir de la GT 710. Vous pouvez voir actuellement projetés des exemples d'enregistrements qui ont été réalisés sur une GTX 1060. Sachez que quelle que soit la carte graphique que vous ayez à l'intérieur d'une architecture, chez Nvidia du moins, vous avez la même puce graphique. Par exemple, une GTX 1050 a la même puce qu'une GTX 1080 en ce qui concerne l'encodage NVENC. Avec la version 23 d'OBS, c'est rendu possible une nouvelle possibilité en termes d'enregistrement, le New NVENC. C'est une réoptimisation du ancien NVENC, donc toujours pour les cartes graphiques Nvidia à partir de GT 710, mais qui consiste à ne plus envoyer l'information depuis la carte graphique vers la mémoire de l'ordinateur pour la renvoyer vers la carte graphique, mais tout simplement de traiter en interne avec la mémoire vidéo de la carte. Bref, un gain de temps et de performance. Ceci fonctionne très bien sur toutes les cartes graphiques de chez Nvidia et plus particulièrement sur les nouvelles, donc avec architecture Turing, à savoir donc GT 1660, GT 1660 Ti et l'intégralité des RTX. Les clips que vous voyez projetés actuellement ont pour but de vous illustrer un peu ça, de vous montrer qu'on arrive à tirer une meilleure qualité en New NVENC que en NVENC, même si le tout passe encore une fois par la conversion YouTube et donc ce n'est pas forcément clair pour vous. Pour le HVEC H265, je ne vais que vous donner un tableau approximatif de ce que je pense être bon, sachant que je ne vous donne pas de garantie dessus. Personnellement, j'ai des problèmes en l'utilisant, j'ai ces espèces d'un seul coup d'artefacts visuels que je vais vous projeter maintenant. Ceux que j'ai eu justement dans la vidéo de Laure sur Inia, qui en gros correspondent à d'un seul coup, l'encodeur est en surcharge, il s'affole, il essaie de faire avec ce qu'il peut, et puis ensuite il arrive à rattraper le cours, et pendant un instant, pendant plusieurs secondes, plusieurs minutes même des fois, il va paniquer littéralement et faire un affichage complètement pixelisé, alors qu'en entrée je ne lui ai pas demandé énormément, je ne lui ai pas demandé de me sortir un fichier énorme,
mais il a quand même des difficultés à me le sortir. En récapitulatif de tout ça et en guise de conclusion, ce que je dirais, c'est que si vous avez une configuration qui contient une carte graphique NVIDIA, vous utilisez l'encodeur NVENC et vous mettez des bitrates un peu plus élevés que ce que vous feriez avec votre processeur pour avoir une bonne qualité. Si vous avez un très bon processeur et que vous n'avez pas de carte graphique NVIDIA, vous faites de l'encodage processeur et vous tentez d'aller vers du médium. Si vous y arrivez, c'est parfait. Si vous n'avez ni une carte graphique NVIDIA, ni un processeur de bonne qualité, bref, qui vous permettent de faire de l'enregistrement comme vous le voulez, vous avez deux options. Vous partez sur un encodage, vous tentez de mettre en place un encodage avec le AMF-AMD plugin, avec un deuxième ordinateur, faire de la capture par un cordon HDMI, donc une carte de capture qui sort depuis votre PC, par exemple si c'est un PC portable. Et deuxième possibilité, ce sont les boîtiers d'encodage en tant que tels, ça existe, ce sont des petits boîtiers un petit peu à la taille des PC barebone qui vous permettent d'encoder directement ce que vous sortez de votre ordinateur. C'est très pratique pour faire de l'enregistrement depuis un PC portable, si jamais le PC portable ne supporte pas OBS en fait, tout simplement. Je ne possède pas ce boîtier, mais encore une fois, je vais vous recommander d'aller voir sur la chaîne DeposeVox, où il fait quelques reviews de ce genre de dispositif, pour tout simplement que vous fassiez une idée plus avancée sur le sujet. Je sais que c'était condensé, je sais que c'était beaucoup d'informations d'un coup, et je sais que ça ne vous a pas forcément avancé énormément, étant donné que tous les échantillons sont passés par la conversion YouTube, donc du coup, grosse diminution de qualité, et donc du coup, des fois difficile de se rendre compte. Mais, toutefois, si les différents presets qu'il faut retenir en enregistrement, médium, 15 000 kilobits, 30 fps, votre preset de base, et ensuite, vous faites des calculs. Si vous passez en 60 fps, vous doublez le bitrate. Si vous passez en 24 fps, vous faites une petite diminution, voilà. Vous diminuez la taille, vous diminuez aussi le bitrate en conséquence. Donc vous faites une division, vous faites le nombre de pixels par le nombre de pixels, divisé le nombre de pixels, tac, vous trouvez un chiffre qui va être votre conversion du coup de votre bitrate pour avoir le même bitrate par pixel au final entre vos deux enregistrements, et vous faites avec ce jeu de manière à vous retrouver sur vos pattes à chaque fois, avec l'exception qui est le streaming, étant donné que vous êtes bloqué à 6000 kilobits par seconde, et donc du coup il faut essayer de faire jouer au mieux. J'espère que ce genre de vidéo vous aide, si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vais essayer de faire environ une vidéo par semaine où je vais parler spécifique du streaming ou de l'enregistrement. J'avais commencé la semaine dernière avec le macro deck, là je fais cette semaine-ci avec ça. Semaine prochaine, je pense que je vais aborder un système de transition assez avancé, assez poussé, pour que vous fassiez des transitions entre vos scènes qui soient à la fois sympathiques à regarder et surtout variées. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici là, restez créatifs, salut!